Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Le vice-président de la République est à New York pour la 78e Assemblée générale de l'ONU. Il a participé à l'ouverture de l'événement et s'est entretenu avec le président de la Corée et la vice-secrétaire des Nations Unies. Le projet Abidjan Transport est en marche. Les travaux ont été lancés ce mercredi par le Premier ministre Patrick Achille. L'objectif, rénover les infrastructures routières de la capitale économique. Et au Gabon, Noureddine Bongo Valentin, le fils de l'ancien président Ali Bongo, est en prison. 3 semaines après le putsch, il est accusé de corruption active. Je vous le disais, le vice-président de la République est à New York. Il a participé à la 78e Assemblée générale de l'ONU. Hier, il a eu des rencontres importantes avec le président de la Corée ou encore la secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Le débat général, qui s'étalera sur 2 semaines, s'est ouvert autour du thème central de la 78e session de l'Assemblée générale, à savoir restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Cette tribune offre chaque année l'occasion aux chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. L'intervention du vice-président Thiemoko Melie-Kone à la séance plénière du débat général au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, est prévue le jeudi 21 septembre 2023. Par ailleurs, le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone, s'est entretenu dans la journée du mardi 19 septembre avec le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, et la vice-secrétaire générale des Nations Unies, présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina Mohamed. Les échanges ont porté sur les relations de coopération économique et culturelle et des points spécifiques des ODD, des objectifs du développement durable. Le projet Abidjan Transport est officiellement lancé, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. Il a pour ambition de décongestionner la capitale économique, notamment par la rénovation des grands axes d'Abidjan et la construction d'un échangeur au grand carrefour de Koumassi. Les précisions de Salif Yalekoué et Tanguy Conan. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, les boulevards du Port, celui de Vridi, de Petit Bassam, le boulevard de la Paix et l'autoroute de Yopougon connaîtront un nouveau visage dans quelques mois, au terme de l'exécution du vaste projet de réhabilitation, dénommé Abidjan Transport ou ATP, lancé par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achille à Koumassi, un fruit de la coopération ivoiro-américaine. Développer nos routes, c'est développer notre économie, ainsi que notre productivité. C'est faire avancer les énergies et les initiatives des femmes et des hommes de notre pays. C'est faciliter leur vie au quotidien, c'est aller vers plus de prospérité. Développer nos routes, c'est faire avancer la Côte d'Ivoire, solidaire. Le trafic dans la zone d'Abidjan provoque des congestions de circulation qui entravent quelquefois l'activité économique. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de poursuivre le développement dans ces secteurs, car les questions liées à la mobilité demeurent fondamentales pour le développement du pays en général et pour la capitale économique en particulier. Ce compact est un engagement entre nos 2 nations, une confirmation de nos valeurs communes et un témoignage de la grandeur de notre partenariat. Et une infrastructure de transport moderne et bien entretenue est la clé de la croissance économique durable. Le président du conseil d'administration du projet Compact Côte d'Ivoire a exhorté les entreprises en charge des travaux sur le respect des délais d'exécution des travaux. Je vous invite, conformément à vos engagements, à respecter non seulement les normes de qualité des infrastructures, mais aussi les délais convenus pour leur livraison.
c'est-à-dire avant la fin du mois de juin 2025. Il prévoit d'une part la réalisation des travaux routiers et d'autre part un appui institutionnel aux structures techniques qui y sont impliquées à travers la dotation d'équipements de laboratoires et d'essais géotechniques, OLBTP, la mise en place d'une base de données de la voirie urbaine d'Abidjan à l'AGEROUTE et la formation des acteurs du secteur routier. Le programme Compact Côte d'Ivoire est un don de 536 740 000 USD, soit plus de 300 milliards du gouvernement américain, à travers son agence le Millennium Challenge Corporation, au bénéfice des populations de Côte d'Ivoire, pour réaliser 2 projets. Le projet de compétences pour l'employabilité et la productivité appelé Skills, qui concerne l'éducation, et le projet ATP, qui renferme les infrastructures routières. C'est la première fois que l'événement se tient en dehors de l'Afrique centrale. Pour sa 9e édition, le forum Makutano s'est ouvert à Abidjan, initié par des hommes d'affaires congolais. Ce forum, dont le nom signifie « rencontre en Swahili », a été salué par le Premier ministre Patrick Achi pour son impact positif sur l'intégration africaine et la coopération ivoiro-congolaise. Le reportage de Salifia Lekwe et Tanguy Conan. Abidjan accueille ce pour 48 heures le 9e Forum d'affaires international d'origine congolaise, Makutano. Pour l'initiatrice de cet événement, l'Afrique doit compter sur ses propres compétences pour son essor. D'où son choix porté sur la Côte d'Ivoire pour cette édition. Son dynamisme, son ouverture sur le continent et sur le monde, sa résilience économique, la qualité de ses infrastructures, particulièrement dans les territoires, la formation des jeunes, sa pétillance culturelle, mais aussi cette ville flamboyante qu'est devenue Abidjan. Au cours de ces dernières années, le Makutano a créé un espace de dialogue franc, dynamique, audacieux entre investisseurs congolais, africains, étrangers avec les pouvoirs publics. Nous avons essayé, et j'ose espérer, réussi à ouvrir de nouvelles pistes. Il était plus qu'urgent de changer l'image du Congo et d'une Afrique pauvre, victime d'elle-même et des autres, où les rêves ne sont que des illusions. Notre choix s'est naturellement porté sur la Côte d'Ivoire, et je vais vous dire pourquoi. J'emploie à dessein l'adverbe naturellement, parce que la Côte d'Ivoire inspire l'Afrique économique. Ouvrant les travaux, Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, a salué cette initiative en terre ivoirienne qui vise la promotion de l'intégration africaine. Je me félicite une nouvelle fois de la tenue de ce forum en Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi la voie au renforcement des relations économiques et commerciales entre nos 2 pays. Sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en effet, l'économie ivoirienne a connu un développement fulgurant depuis ces 10-12 dernières années, après une crise difficile que nous avons traversée, et malgré un contexte économique mondial et sous-régional difficile de ces dernières années. Que cette 9e édition du Makutano d'Abidjan contribue significativement au renforcement de la coopération entre mon pays et la République démocratique du Congo, et plus globalement, à faire avancer les échanges continentaux pour qu'advienne une Afrique forte et prospère en harmonie avec elle-même. Pour sa part, le premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, relevant les potentialités de son pays, souhaite que les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire soient boostées. Créé en 2015, ce premier réseau d'affaires d'Afrique centrale se tient pour la première fois en dehors de sa zone géographique. Il réunit plus de 150 personnalités venues de la RDC, dont des membres des gouvernements, des décideurs publics, qui échangeront avec le secteur privé ivoirien. Et puis la grande messe du football africain approche. Si l'état de la pelouse du stade Ebimpe inquiète, quid de l'accueil des passionnés du foot que nous recevrons? Abidjan est-elle prête à accueillir cette affluence? L'enjeu est de taille pour les hôtels. Comment se prépare-t-il? Le reportage de Nadja Eja et de Chèque Bleu. Plateau, centre des affaires. Dans cet hôtel 4 étoiles, le personnel est en réunion. À l'ordre du jour, la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tient en terre ivoirienne,
du 13 janvier au 11 février. Toujours en gardant le drapeau de la Côte d'Ivoire et le maillot de la Côte d'Ivoire. Depuis plus d'1 an et demi, l'équipe s'active pour offrir un service de qualité irréprochable. L'hôtel a même revu ses standards à la hausse. Nous sommes certifiés HACCP. Il s'agit de la sécurité alimentaire. Quand on va recevoir le monde entier, il faut être aux normes internationales pour pouvoir nourrir et faire déguster tous les mets ivoiriens à ces personnes-là. Au niveau encore de la qualité de service, on a lancé un vaste programme de formation de nos équipes pour rehausser la qualité. Et puis surtout, on est passé de 3 étoiles à 4 étoiles suivant les nouvelles normes de codification du ministère du Tourisme. En plus du service, la qualité du produit a connu une nette amélioration. Réfection de la façade, rafraîchissement des chambres, gastronomie à l'ivoirienne sont autant de choses qui devront séduire les clients durant cette période. Nous avons un programme mis en place pour être vivant. Du début de la CAN jusqu'à la fin de la CAN, nous avons une salle aménagée expressément pour suivre tous les matchs. On a déjà des premières réservations. Mais je pense que là où on aura le vrai pic, ça va être lors du tirage au sort. Et je pense que ça se fait dans quelques semaines. Et quand les équipes sauront dans quelle ville elles jouent, je pense que là, on aura un vrai regain pour les hôtels. Le pic des réservations va exploser. Saisir l'opportunité des bonnes affaires qu'offre la CAN, c'est à cela que s'attelle cette hôtelière qui vient d'ouvrir un nouvel établissement. On est en phase d'ouverture, donc actuellement on est en train de recruter pour la CAN. Donc on commence à pousser les réservations, on commence à déjà créer beaucoup d'événements de grandes ampleurs pour voir si nos équipes peuvent affronter ce genre d'événements-là, parce qu'on va préparer un village CAN de 5000 m², ce qui veut dire une capacité d'accueil de 1000 à 1500 personnes. Pour elle, la concurrence n'est pas à craindre, bien au contraire. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que de manière générale, en Côte d'Ivoire, quand on reçoit des délégations ou même du monde, on a toujours énormément de demandes et on travaille en collaboration avec beaucoup d'hôtels et de résidences déjà. Donc je pense que ça ne peut être qu'un plus pour la Côte d'Ivoire de manière générale et même pour nous, les hôteliers, de pouvoir envoyer nos clients chez des personnes de confiance et de toujours leur proposer de nouveaux produits. Environ 1,2 million de visiteurs sont attendus pour cette grande messe du football africain, une aubaine pour les acteurs de l'hôtellerie qui comptent maintenir le cap après cette compétition. Et il y a 5 jours, un accident mortel est survenu dans la commune du Plateau, impliquant un livreur à moto. Un drame qui a suscité l'émotion à Abidjan et soulevé des questions sur la conduite de ces livreurs à 2 roues, alors que les accidents de ce type se répètent dans le pays. Moussa Nikema, Cindy Sobdong et Chèque Bleu. Younoussa est livreur. Chaque matin, il vérifie ses premières commandes sur la plateforme sur laquelle il est inscrit. Avant le départ, les au revoir quotidiens, accompagnés des prières de sa mère. Après les civilités, place à la vérification de sa moto. Carte grise, assurance, permis de conduire, tout est prêt pour la livraison du premier pli. Sur la route, les commandes additionnelles sont prises par téléphone. Bientôt la trentaine, Younoussa livre des colis depuis 1 an, et pas toujours sans risque. L'incivisme, en tout cas, je pense que c'est partagé. Hein. Voilà, les livreurs aussi ont leur part de responsabilité, et puis aussi les conducteurs surtout, qui ne veulent même pas voir des motards rouler parce qu'ils se disent que les motards vont vite que... Incivisme, course à la montre, méconnaissance ou mépris du code de la route, les livreurs à moto constituent un profil d'usagers de plus en plus accidentés sur les routes de la capitale économique. Franchement dit, on aimerait que l'État aussi envisage de faire une voie pour les motocyclistes. Voilà, normalement, à l'auto-école, on vous dit de rouler sur la 3e voie. Voilà, comme c'est précisé. Si les livreurs admettent quelques dérives, dans la circulation, les automobilistes ne leur font pas de cadeaux. Les chauffeurs de moto, franchement, moi-même j'ai peur de leur vie. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas la maîtrise des codes des routes. Et ça fait que les gars essayent de faire certaines conduites qui les coûtent leur vie. Il roule très mal. Tu vois, même, tu es là. Il sait bien que tu as très fait marche arrière, mais il va venir passer quand même. Parmi les organisations syndicales, l'Association des livreurs et entrepreneurs de Côte d'Ivoire, présidée par Guy Fer. Il affirme que la corporation s'organise pour présenter un meilleur visage, notamment le professionnalisme. Nous, à notre niveau, on essaie de les former, de leur parler, de les sensibiliser. La tenue vestimentaire, comment ça se passe dans tous les pays, la livraison, ça nourrit son homme. Donc c'est pourquoi on veut réglementer ce secteur. Et nous sommes à pied d'œuvre. Sans protection sociale, les livreurs sont abandonnés à leur sort en cas d'accident. Si un livreur fait un accident, il est livré à lui-même, tel que le nom le dit.
Que même l'accident qui s'est passé la semaine dernière au plateau, c'est sur notre plateforme, ils ont mis une cotisation. Je pense qu'il y a des centaines de personnes qui ont cotisé. Conduire une moto nécessite au préalable une formation encadrée. Les moto-écoles fournissent aux livreurs cette compétence essentielle à leur activité. La moto, c'est un enjeu qui est d'abord, certes, elle est économique, mais elle est aussi très dangereuse. Nous nous disons chaque fois de tout faire pour pouvoir se mettre dans une posture où ils peuvent bien voir. Parce qu'il faut voir, anticiper et ensuite maintenant, il faut maintenant réagir. Être sur une moto, vous êtes un usager vulnérable. À tout moment, le risque d'accident est élevé. Donc il faut d'abord respecter le code de la route. Le domaine de la livraison peine à se réguler dans la métropole abidjanaise. Cependant, il constitue un risque avéré pour ses opérateurs. Comme Younoussa, diplômé d'un BTS en logistique, ce métier sert de tremplin à de nombreux jeunes qui s'y adonnent en attendant une issue professionnelle meilleure. Comment rendre Abidjan plus propre? C'était l'essence de la rencontre entre l'ANAGED et des professionnels des médias. Une rencontre afin de mieux éclairer les journalistes sur la gestion des déchets pour qu'ils informent et sensibilisent les populations. Issa Koné, Zécré Joseph. À Bobo Anador. Ici, comme dans plusieurs endroits dans la capitale économique, les ordures ménagères jonchent les rues. L'insalubrité à Abidjan, les populations reconnaissent bien leur part de responsabilité. Le problème, même là, on doit sensibiliser même la population à propos de ça, mais sinon vraiment, ça détruit la santé de tout le monde. On peut déposer un bocal comme ça, on dit que non, ça c'est pour les ordures. Certaines personnes sont pressées, bon, disons qu'ils ont d'autres choses à faire, ils viennent, ils versent à terre. Au lieu de les mettre là-dedans, ils versent à terre. Et puis bien vrai que c'est rempli, ils savent que c'est rempli, hein. Ils vont venir, ils vont mettre, ça verse, mais ça verse là, ramasse, ils mettent dedans encore. Quelques heures plus tôt, à l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED, la problématique faisait office d'un atelier de formation et de sensibilisation des professionnels des médias en matière de gestion des déchets. Nous demandons aux journalistes de mettre l'accent sur, non pas uniquement les comportements qui ne sont pas éco-citoyens, mais de mettre l'accent aussi sur les bonnes initiatives et à travers aussi des structures donc, qui respectent vraiment l'environnement et qui œuvrent donc, pour la préservation de l'environnement. Donc c'est tout ça que nous espérons avoir avec ce réseau et mettre en lumière vraiment les, comme on dirait en anglais, les success stories. Après plusieurs minutes de réflexion, des recommandations ont été apportées par les hommes de médias. L'agence elle-même a senti que son programme, en tout cas ses prérogatives ne sont pas connues du grand public. Et donc, il nous a été recommandé de former un réseau et que l'ANAGED va se mettre à la disposition des journalistes à même de pouvoir fournir des informations et quitte aux journalistes de récupérer ces informations pour les mettre à la disposition du grand public. La ville d'Abidjan produit elle seule plus d'1 million de tonnes de déchets ménagers chaque année, souvent déversés dans les rues. Cet atelier qui se tiendra du 27 au 28 septembre vient renforcer les capacités des journalistes sur la politique de gestion des déchets pour une meilleure sensibilisation en vue du changement de comportement des populations. Dans l'actualité internationale, au Gabon, Noureddine Bongo Valentin, le fils de l'ancien président Ali Bongo, est en prison. L'ex-conseiller stratégique de son père est accusé de corruption active. Les explications de Pierre Dipomélin dans ce récit. 3 semaines après le coup d'État qui a renversé le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin, le fils aîné du président déchu, l'ancien porte-parole de la présidence, Jessie Ella Ekoka, ainsi que 4 autres personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. À la suite de la proclamation des résultats des élections générales du 26 août 2023 et des événements qui s'en sont suivis, une enquête a été ouverte, aboutissant à l'interpellation des nommés Yann Ghislain Ngoulou, Noureddine Bongo Valentin, Steve Nzego Dieko, Vouranjami Syriac, Oseni Ossa Abdul, Mohamed Ali Saliou, Jessie Ella Ekoga, Zolé Lekibi Perrin, Kim Un, Jordan Kamuzé, Gisèle Mombo et Mundende Medan Aldegonde, qui ont été déférés au parquet de la République le mardi 19 septembre 2023, soit un total de 12 personnes. 2 personnes ont été mises hors de cause, tandis que 10 ont fait l'objet d'ouverture d'informations judiciaires
devant le juge d'instruction qui les a inculpés, selon les cas, de trouble des opérations d'un collège électoral, contrefaçon et usage des sceaux de la République, contrefaçon et usage d'imprimés officiels d'une institution, falsification de la signature du président de la République, remise et obtention de sommes indues, complicité de détournement de fonds publics, corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, usurpation de titres et de fonctions, crimes et délits. À la suite de ces inculpations, 3 assignations à résidence ont été ordonnées et 7 mandats de dépôt ont été décernés par le juge d'instruction. Le 30 août, moins d'1 heure après l'annonce en pleine nuit de la réélection d'Ali Bongo au pouvoir depuis 2009 et accusé de fraude massive, les militaires menés par le général Brice Oligui Nguema l'ont renversé, accusant notamment son régime de détournement massif de fonds publics. Le jour même du coup d'État, les militaires avaient arrêté Noureddine Bongo Valentin, son fils aîné, Sylvia Bongo, son épouse, ainsi que 5 autres hauts responsables de son cabinet. Les perquisitions à leur domicile, retransmises abondamment par la télévision d'État, les montraient aux pieds de malles, valises et sacs débordants de liasses de billets de banque. Madame Bongo Valentin est en résidence surveillée à Libreville, son époux Ali Bongo, lui, d'abord en résidence surveillée pendant quelques jours après le putsch, est libre de ses mouvements et a même la possibilité de se rendre à l'étranger s'il le désirait, avait annoncé le président de la transition, le général Brice Oligui, le 6 septembre dernier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur la nouvelle chaîne ivoirienne.